Maître Borne, bonjour. Bonjour. Céline Mahutot, bonjour. Bonjour. Alors maître, vous êtes donc l'avocate de Céline Mahutot qui est à vos côtés. Céline, qui est victime et partie civile dans le procès d'assises Le Squarnec, auquel le dernier numéro de l'Envers des Affaires a consacré sa une et qui est toujours en kiosque. Et c'est un procès qui a débuté le 24 février et qui devait à l'origine durer 4 mois. Mais finalement, le verdict, visiblement, va être rendu plus tôt, à la mi-mai, si j'ai bien compris. Est-ce qu'en fait, on n'est pas en train d'expédier ce procès ? Alors, déjà, le calendrier n'est pas encore définitif. A priori, c'est pas mi-mai, ce serait fin mai. Alors, l'expédier, c'est difficile de le présenter de cette façon parce qu'on doit quand même noter que chaque partie civile a vraiment été entendue de façon très importante en fait pour elle parce que elles, et quand je dis elles, ce sont les parties civiles, elles ont pu vraiment s'exprimer, les questions ont été approfondies, la situation a été qu'elles ont été entendues dans le calme et je pense qu'il y a eu une véritable attention qui a été portée envers les parties civiles. Alors après, que le calendrier ait été modifié, qu'il y ait un petit côté expéditif autour de ce procès, moi je m'inquiète surtout du fait que on avait véritablement la nécessité d'ouvrir un débat public sur un certain nombre de thèmes. Et ces thèmes, c'était vraiment l'occasion, le dossier Le Squarnec, l'occasion de lancer un débat collectif. Et que on puisse se permettre de poser presque une chape de plomb autour de ce procès qui aurait dû raviver les esprits, qui aurait dû lancer des tas de réflexions. Et d'ailleurs, j'espère qu'on va pouvoir un petit peu aborder trois de ces points. Je trouve que c'est lamentable, en fait. C'est ça la réalité. Donc, sur ce côté expéditif, de la part des médias, de la part de la société qui n'a pas su se saisir de ce procès, là, oui, effectivement, je le souligne, le côté expéditif. Mais dans la façon de traiter les parties civiles, non. Au contraire, je pense qu'elles ont été très bien traitées jusqu'à présent. On espérait tous, en tout cas tous ceux qui luttent contre la pédocriminalité, qu'il y ait un avant et un après Le Squarnec. Que ça ne se reproduise jamais, que ça fasse tellement de bruit que tout le monde fonde de honte et dise oui, c'est vrai, on a un problème dans notre société. Mais vous l'avez dit, on a entendu les victimes, mais ça suffit pas juste d'entendre les victimes. Il est là le problème. Parce que c'est bien beau de faire se succéder les gens, et c'est horrible, à chacune ce qui est arrivé, c'est horrible. Mais on dirait que l'hydre pédocriminel, on veut pas y toucher. C'est-à-dire que ce Le Squarnec, il va retomber vers l'anonymat le plus absolu, et puis une info chasse l'autre, le pape meurt, Dieu sait quoi, et finalement, on n'en parle plus. Déjà, j'espère, nous sommes que début mai, nous avons encore quand même 3 semaines, 1 mois pour essayer de lancer les débats fondamentaux sur ce sujet. Déjà. Donc je reste optimiste et j'ai cœur à me dire qu'à un moment donné, les médias vont se saisir en fait des sujets fondamentaux, des sujets sociétaux fondamentaux. La réalité, c'est qu'au départ, on se retrouvait avec des témoins qui passaient à la barre, avec Le Squarnec qui était interrogé, avec son ex-épouse, avec effectivement un certain nombre de protagonistes qui faisaient qu'il y avait un intérêt qui était suscité. On s'est retrouvé avec une ex-épouse qui a véritablement agacé et là on a commencé effectivement un petit peu à projeter sur la responsabilité des uns et des autres, sur des débats commençaient vraiment à émerger. Et puis, comme vous l'avez très bien dit, on s'est retrouvé avec une succession, mais bon, par la force des choses, il fallait évidemment que les parties civiles puissent toutes s'exprimer. On s'est retrouvé avec un Le Squarnec, en fait, qui a pris une posture qui consistait à dire « je reconnais les faits ». Bon, alors évidemment, il se souvenait de rien, mais à la limite, on peut peut-être le croire sur ce point-là, parce que quand vous êtes à plus d'une centaine, des centaines de victimes, moi je le crois quand il dit qu'il se souvient pas du visage des enfants qu'il a violés ou agressés sexuellement. Mais donc, il a toujours eu la même posture. Je reconnais les faits, je m'excuse, on pleurniche un petit peu, on verse une ou deux larmes, et puis ça y est, fin de la passe et on passe à l'autre partie civile. Il y a une espèce de redondance. Et cette redondance, c'est ce qui a fait que, je pense que, clairement, on va dire les choses comme elles sont. La douleur des victimes a été mise un peu de côté. Le Squarnec qui n'était pas très intéressant. On n'avait pas de scoop, on n'avait rien du tout. Et tout le monde s'est endormi. Voilà. Donc, au lieu de se dire, c'est peut-être le moment, justement, face à la souffrance des victimes, c'est le moment d'accorder de vrais débats de fond.
Non, non, non. Tout le monde s'est endormi. Comme vous le dites, on est passé à des tas de thèmes qui étaient redondants, qui étaient tous très importants. La question n'est pas là. C'est que, hop, on a éteint le feu. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Et la réalité est que moi, je reste toujours dubitative en me disant, mais ça va pas face à un pédocriminel de cette envergure, face à une responsabilité en cascade comme il peut y avoir autour des institutions, autour de son entourage familial. On pouvait effectivement soulever toute la problématique autour de l'inceste, du non-dit, du silence, de la souffrance de tous ces enfants qui sont certes devenus des adultes, mais vous imaginez bien qu'au moment où je vous parle, on a toujours des enfants qui sont en train de se faire agresser et violer. Au moment où je vous parle. Tout ça, ça a été complètement mis de côté. Complètement mis de côté. On se retrouve avec un Oscornec, on se demande même pas, mais que fait-il dans sa cellule? Est-ce qu'il est soigné? On va y venir. Bien sûr, mais parce que forcément, je veux dire, tout nous vient là. On se dit, mais posez-vous les bonnes questions, parce que vous me parlez d'un après le Squarnec, mais c'est pas un après le Squarnec avec une législation qui va nous permettre d'évoluer, qui va nous permettre de lutter contre la pédocriminalité. C'est quoi l'après le Squarnec? C'est un futur le Squarnec qui va revenir sur le devant de la scène. On va tous hurler, et puis nous aurons le même procès, 2-3 victimes près. Puis ce sera terminé. Et ça, je le comprends pas. Moi, je le comprends pas. Et maintenant, effectivement, je commence à devenir en colère. Alors, on va venir à la colère tout à l'heure et aux mesures que vous préconisez, mais auxquelles j'adhère d'ailleurs globalement. Et on va passer à Céline. Alors, Céline, le 5 juillet 2019, vous êtes entendue par les gendarmes. Vous savez pourquoi vous y allez voir les gendarmes? Comment ça se déroule? Une première fois, le gendarme, il est venu à la maison. Ouais. Pour m'expliquer ce qui m'était arrivé lors de mon opération de l'appendicite. Et ensuite, j'ai pris rendez-vous à la gendarmerie. Et c'est là que le gendarme m'a expliqué plus clairement ce qui s'était vraiment produit. Quand il vous a dit, voilà, vous avez été opéré à l'âge de 7 ans et demi, le médecin en a profité pour vous faire des attouchements, vous êtes tombé de votre chaise, vous saviez pas ça? Non, quand il est venu à la maison, il m'a demandé donc si j'ai bien été opéré de l'appendicite. Je lui ai confirmé. Je lui ai confirmé à peu près aussi approximativement la date, l'année. Et il m'a dit donc il y a tout qui correspond. Il m'a dit voilà, ce qui vous est arrivé, le chirurgien qui vous a opéré a fait des attouchements sexuels. Donc il est allé vraiment en douceur en fait au tout début. Et là il m'a dit est-ce que vous voulez porter plainte ou non? Ben, j'ai dit oui parce que ces personnes-là, il faut pas qu'ils restent en liberté. Donc c'est après, on a pris rendez-vous et le 5 juillet, c'est là qu'il m'a réellement expliqué ce qui s'était vraiment passé. Donc là, on n'était plus sur de l'attouchement, on était directement sur du viol. Il a vraiment utilisé les mots juste ce jour-là, quoi. Quand il est venu à la maison, il a enrobé, on va dire, pour pas créer une panique. Mais bon, ça fait toujours un choc quand on apprend ça. Et ensuite, quand je suis allée à la gendarmerie, il a vraiment donné les termes, donc viol, attouchement sexuel. Dans ces fameux carnets noirs, le Squarnec, en fait, c'est lui qui s'auto-dénonce puisqu'il écrit le 8 juillet 91 à 16h, il est très précis, une lettre qui commence comme ça, « Petite Céline adorée », la suite est infecte, effrayante, pornographique, c'est comme une espèce de lettre d'amour porno à une enfant. Enfin, c'est pas explicable, là, c'est trop horrible. À quel moment avez-vous compris que le contenu de cette lettre et des actes qu'il avait perpétrés sur vous, le Squarnec, avait joué un rôle dans votre vie future? Et je pense à votre vie sexuelle. Dès que le gendarme, en fait, m'a annoncé l'attouchement sexuel. Quand le gendarme est venu à la maison, en fait, j'ai tout de suite compris. Quand il m'a parlé d'attouchement sexuel, j'ai vite compris. Et il y a plein de choses qui se sont qui se sont révélées, en fait. Donc, comme mon attitude à l'acte physique. Là, depuis que j'ai appris la nouvelle, maintenant, ça fait 6 ans, je suis bloquée. On n'a plus de relation avec mon mari. Et mon mari, il n'ose pas forcer la chose. Il comprend très, très bien. Du coup, ça a mis en lumière également mes difficultés à aller chez le gynécologue. Donc, du coup, ça met ma santé aussi en danger parce que je vais pas faire mes examens médicaux annuels parce que je n'arrive pas à pousser la porte chez un gynécologue, que ce soit chez une femme ou un homme, c'est pareil.
Et rien que le mot gynécologue, déjà, ça me fait monter la tension. Tout ce qui touche d'une façon ou d'une autre sexe vous révulse. Vous avez mis une croix dessus. Oui. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, mon mari, au début de notre relation, il y a une vingtaine d'années maintenant en arrière, il l'avait détecté, lui, par contre. Alors que moi, il m'avait posé la question, il m'a dit, mais il s'est passé quelque chose dans ta jeunesse, c'est pas possible que tu puisses réagir comme ça. Et moi, j'avais beau chercher, je n'avais pas la réponse. Et c'est le gendarme qui nous a apporté cette réponse. Et vous n'aviez jamais eu de flash d'amnésie traumatique, de choses qui vous étaient revenues d'un coup et que vous ne parveniez pas bien à comprendre? Alors, au début, non. Le seul flash que j'ai eu, c'est entre le moment où le gendarme m'a expliqué ce qui m'était arrivé à la maison et mon dépôt de plainte à la gendarmerie. Qu'est-ce que vous avez ressenti? En fait, j'ai eu un flash. J'étais allongée sur un lit, une blouse blanche à ma droite qui caressait l'intérieur de ma cuisse tout en remontant jusqu'à mon entrejambe. Et cette blouse blanche était penchée sur moi en disant ce sera une belle cicatrice. Et là, ça a été, je me suis réveillée, crise de panique. Mon mari était à 2 doigts d'appeler les pompiers parce que ça allait vraiment pas. Et finalement, j'ai réussi à m'apaiser et à me calmer. Et ça, je l'ai retranscrit donc dans un petit cahier. Quand je suis allée à la gendarmerie, j'en ai parlé au gendarme. Je lui ai demandé est-ce que c'est une imagination de mon subconscient ou si c'était réel. Il m'a dit non, c'est bien un flash qui vous est revenu, c'est bien réel. Alors le 7 mars dernier, vous avez été entendu à la barre. Vous avez fait un choix d'ailleurs courageux, c'est de ne pas comparaître à huis clos, mais en séance publique. Pourquoi d'ailleurs? C'est un petit peu à l'image de Madame Pellicot, en fait, le courage qu'elle a eu aussi de rendre public son procès. Donc je me suis dit, si elle, à son âge, elle y est arrivée, moi, il ne devrait pas y avoir de souci. Avec le caractère et le charisme que j'ai, ça devrait bien passer. Et puis, il faut que les gens sachent aussi ce qui se passe. Faut arrêter cette omerta, ce silence. Faut arrêter tout ça. Quand on se retrouve face à le Squarneck, on lui dit quoi? Je n'ai pas regardé, je lui ai rien dit. À aucun moment, je lui ai adressé la parole. D'ailleurs, à la barre, j'avais Maître Borne qui était sur ma gauche, qui faisait obstruction en fait à mon chat. Non, il était hors de question que je lui adresse la parole. Il nous a utilisé comme objet. Pour moi, c'était juste un meuble dans la salle, quoi. Un meuble qui n'a pas pleuré d'ailleurs quand Céline est passée. Tout à fait, parce que les victimes, il y a eu 2 victimes avant moi. Qui ont expliqué leur histoire et elles se sont mises à pleurer, tout ça. Donc voilà, c'était vraiment pas très bien psychologiquement. Donc lui, quand il a pris la parole, il a également pleuré comme les victimes. Moi, quand je suis arrivée avec mon mental d'acier, mon aplomb, je n'ai pas pleuré. J'ai dit ce que j'avais à dire à la barre. Et quand lui, il a pris la parole, bizarrement, il s'est pas mis à pleurer. Et il m'a pas appelé ma petite Céline. Non. Parce que les autres victimes, ils les ont appelées ma petite avec leur prénom juste après. Oui, exact. C'est délirant, ça. Pourquoi? C'est un caméléon. C'est un grand malade. Hein. Ouais. Et effectivement, j'avais oublié, mais il les appelait par leur prénom comme si c'était des enfants. C'est ça, il nous voit encore comme des enfants, en fait, dans son truc. Non, moi, quand je suis arrivée, je lui ai pas mis un genou à terre, mais je l'ai bien ébranlé, ça c'est sûr. Alors, Maître Borne, vous souhaitez utiliser évidemment comme une tribune votre plaidoirie à venir afin de relancer le débat national contre le fléau qu'est la pédocriminalité, on le disait au début de l'interview, qui est un thème que finalement les médias et les pouvoirs publics évitent véritablement sciemment depuis des années et des années, depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Alors déjà, j'ai eu un exemple très criant avec Céline qui nous a stupéfaites. Lorsqu'on a eu affaire effectivement à la presse écrite et audiovisuelle, où voilà, il y avait des demandes d'entretien, il y avait donc on estimait que c'était vraiment important pour commencer à faire passer des messages essentiels, et notamment la prévention de la pédophilie. Parce que qui dit prévention de la pédophilie dit d'éviter la récidive. Et donc, on se disait, si déjà on arrive à sauver un enfant après le Squarneck ou même pendant le Squarneck, c'est déjà ça, tout est gagné déjà, un enfant. La réalité est qu'avant chaque interview, on demandait à ce qu'il puisse y avoir le numéro vert. On donnait ce numéro vert. On disait, écoutez, est-ce que vous pouvez juste passer une petite bande et effectivement, c'est important parce qu'il existe
ce numéro depuis quand même maintenant 2-3 ans, qu'il est complètement méconnu. Écoutez, justement, ce procès de Squarneck, on peut poser la lumière sur ce numéro, allons-y. On s'est retrouvé toujours avec un avis favorable, oui, bien sûr, donc l'interview, et puis en dessous, vous aurez le numéro vert. Je pense pouvoir affirmer sous le contrôle de Céline que un média sur 3 a accepté ensuite de diffuser ce numéro vert. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi ? Mais pourquoi ? Ça leur coûtait rien ? C'était une façon tout à fait spontanée et gratuite pour faire passer un message d'importance, pour sauver des enfants, pour éviter à des pédocriminels, des pédophiles, de passer à l'action alors même qu'ils sont envahis par ces pensées pédophiles, qu'ils en souffrent, et que la réalité est que beaucoup ont besoin de se soigner. Essayer de lutter contre le passage à l'acte, et pour lutter et éviter ce passage à l'acte, ce numéro vert leur permet tout de suite d'avoir accès de façon tout à fait anonyme à des professionnels qui les prennent en charge. Il va y avoir derrière une thérapeutique qui est mise en place, et puis à leur demande, il peut y avoir donc le protocole d'inhibition sexuelle. Autrement dit, de façon plus vulgaire, la castration chimique. C'est fondamental. Quand on sait que c'est le cas et que cette prévention est parfaitement mise en place, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, que ce soit donc plus proche de nous, que ce soit au Canada de façon plus éloignée, on est à 70% de pédophiles qui ne passent pas à l'acte dès lors qu'ils ont cette prise en charge. Alors comment en France aujourd'hui, avec un procès pareil, avec cette possibilité pour les médias de relayer ce numéro vert d'une façon ou d'une autre, sous n'importe quel support, pourquoi est-ce que ça n'est pas suivi ? Alors là, j'ai un vrai point d'interrogation, et aujourd'hui, je vous le dis, je n'ai pas la réponse. Concernant les grands thèmes, vous me disiez qu'effectivement, nous allions aborder la pédocriminalité, oui, dans le cadre de la plaidoirie. Il faut savoir que nous allons avoir une plaidoirie collective qui se met en place avec plusieurs thèmes qui sont abordés. Je ne peux pas parler pour mes confrères, ni pour les plaidoiries individuelles, je ne me permettrai pas de le faire. En revanche, en ce qui nous concerne, quand je dis nous, c'est moi et Céline, évidemment. En ce qui nous concerne, nous allons aborder la prévention de la pédophilie. C'est pour ça que je me permets forcément de vous faire état de ce numéro vert et de cette difficulté autour de ce numéro. Donc ce numéro vert, voulez-vous nous le donner afin que ceux qui se sentent des pulsions pédophiles puissent vite appeler ? Avec le plus grand plaisir. C'est le 0806 23 10 63. Une véritable écoute, une véritable prise en charge par de grands professionnels. Que ce soit des professionnels qui sont formés à l'écoute des pédophiles. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en France, on a quelques centres spécialisés, mais la formation, que ce soit au niveau des médecins, que ce soit au niveau des professionnels de l'enfance, que ce soit au niveau des psychiatres, justement, spécialisés pour la lutte et la lutte contre la pédophilie, et ensuite pour essayer d'aider les pédocriminels qui sont en détention et qui sont effectivement déjà pris dans l'engrenage. L'objectif étant de les stopper dans leurs actions. On est bien d'accord, et d'éviter la récidive. Ces professionnels, ils sont mais en minorité. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est tellement étouffé qu'on se retrouve avec des failles même au niveau de la formation, et vous vous retrouvez avec des tas de professionnels qui sont démunis. Ne serait-ce qu'un pédophile qui va, parce que je l'ai lu à plusieurs reprises, j'ai vu des témoignages, ils se rendent, ils sentent qu'ils sont habités par des pensées pédophiles. Ils se rendent dans un commissariat ou dans une gendarmerie pour expliquer qu'effectivement, ils ont peur de ce passage à l'acte, et ils ont besoin de trouver une écoute, ou en tout cas des professionnels qui vont pouvoir les accompagner. Ça peut être leur premier réflexe, ça se discute pas. Leur premier réflexe, hop, ils vont dans un commissariat. Les professionnels, la police te répond, mais ce n'est pas du tout dans ce qu'on peut faire. Vous n'avez pas commis d'infraction. À partir de là, on n'a pas compétence pour vous suivre. Donc, allez voir un médecin, monsieur. Et puis, monsieur ou madame, parce qu'on parle que des pédophiles hommes, mais madame aussi. Et puis, effectivement, ces pédophiles vont voir un psychologue ou vont voir un médecin spécialiste. Alors, le médecin, au lieu de se dire, alors déjà, souvent, ils ne sont pas formés, comme ça, au moins, c'est réglé. Mais souvent, et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué pour en avoir discuté avec beaucoup d'entre eux, la question qui se pose, c'est à un moment donné, alors pour le pédophile c'est moins compliqué, mais pour le pédocriminel qui n'a pas encore été arrêté, mais qui est passé à l'acte, la question qui se pose, c'est à quel moment est-ce que le secret professionnel va être
violée ou pas, si je déclare aux autorités le fait qu'effectivement la personne qui est venue se livrer, qui m'a livré son secret, qui m'a livré l'infraction qu'il a commise, est-ce que je la divulgue? Est-ce que je la divulgue pas? C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la notion du secret professionnel et ce qu'ils peuvent dire ou pas. Vous imaginez? Comment voulez-vous qu'on lutte sérieusement contre la pédocriminalité avec un contexte pareil? Je voudrais pas accabler la caste des médecins, mais dans l'affaire Le Squarnec précisément, elle a été en dessous de tout. Évidemment. Mais enfin, le scandale tout de même, et ça a été soulevé par mes confrères, par des profs, par tout le monde en fait, c'est comment l'ordre des médecins a osé se constituer partie civile dans le procès Le Squarnec. Comment? Alors ils ont de rien là. Sur toute la chaîne, sur toutes ces années de la carrière pédocriminelle de Le Squarnec, ils auraient pu intervenir. Ils auraient pu stopper cette cascade de violence, d'agression. Ils n'ont pas stoppé l'agresseur. Ils l'ont pas stoppé. Ils l'ont aidé d'une certaine façon, de façon indirecte certes, mais ils l'ont aidé à passer à l'action en toute impunité. C'est pas moi qui le dis, c'est Le Squarnec lui-même qui le dit. Il le dit, mais de toutes les façons, rien ne m'arrêtait. Il passait d'un hôpital à l'autre, d'une clinique à l'autre. Et puis il y avait pas de difficulté en fait, donc un signalement par-ci par-ça, tout le monde se renvoyait la balle. Je vais pas refaire les débats ici, mais la réalité c'est quoi? C'est que l'ordre des médecins n'a pas pris ses responsabilités. C'est ça la réalité. Lorsqu'il était question à un moment donné de pouvoir se saisir du dossier en disant, même s'il ne pouvait pas le sanctionner à l'époque, mais au moins pouvoir effectivement donner un avis qui permette ensuite de faire en sorte que Le Squarnec soit arrêté, il faut quand même savoir qu'à l'unanimité, ils ont considéré qu'il n'y avait pas réellement de problème à ce que Le Squarnec, qui avait été condamné en 2007, qu'il puisse visionner en fait des vidéos pédopornographiques. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas incompatible avec le fait ensuite d'être chirurgien, spécialiste en pédiatrie, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête, en fait. Qu'ils osent aujourd'hui, vis-à-vis de tous ces adultes qui étaient des enfants. On n'oublie pas. On est face à un pédocriminel, ni plus ni moins. Qu'aujourd'hui, ils puissent regarder tous ces anciens enfants, droit dans les yeux, et leur dire, écoutez, on est à vos côtés, on s'est constitué partie civile. Quelle honte! Voilà ce que j'en pense. Oui, ils se font passer pour des victimes qui ne sont absolument pas. Alors, il y a un autre truc dont il faut que vous allez forcément évoquer quand vous ferez votre plaidoirie, c'est de parler de l'imprescriptibilité, puisque ça fait des années qu'on la réclame et qu'on ne l'obtient jamais. C'est toujours 30 ans, alors il faut avoir 48 ans max, bon, enfin, pourquoi? Alors, c'est un sujet ultra intéressant qui va être traité par les plaidoiries, pas moi en particulier, mais qui va être de toutes les façons qui va être abordé. Et on va certainement tous essayer de l'évoquer d'une façon ou d'une autre, tellement ça doit être redondant pour le coup. Évidemment qu'il ne doit pas y avoir de prescription en matière d'infraction sexuelle sur mineurs. Ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas audible. Là encore, on a eu effectivement quelques confrères qui ont réussi à relayer un petit peu, je pense à des associations d'ailleurs, qui ont essayé de se saisir un petit peu de ce sujet, qui vont essayer de le faire encore. Et je suis tout cœur avec eux et bien évidemment à leur côté sur ce point. Il ne doit pas y avoir de prescription en matière d'infraction sexuelle sur mineurs. C'est une certitude. Et je ne comprends même pas qu'il puisse y en avoir. Parce qu'en fait, on protège les auteurs de ces faits et en aucun cas les victimes. C'est l'inverse de ce qui doit se produire en fait. Évidemment que c'est un sujet fondamental. Et l'inversion de la charge de la preuve? C'est-à-dire? Dans des cas comme ça, c'est-à-dire croire la parole de l'enfant et ne pas croire la parole de l'agresseur présumé. Oui, alors après, chaque dossier est distinct. On est bien d'accord. C'est-à-dire que là, effectivement, on est quand même très peu confronté à cette problématique de la parole de l'enfant, puisque lorsqu'il a été condamné en 2017, il est tombé, Le Squarnec, déjà à l'origine, par le fait que sa petite voisine, qu'il a violée lâchement, sa petite voisine, effectivement, a parlé. Elle a parlé, elle a expliqué ce que ce voisin lui faisait. Et la parole de l'enfant a été, effectivement accréditée en plus par un élément matériel, je peux le dire, puisque ça a été rendu public.
autour du fait que, voilà, un élément d'ordre médical montrait bien qu'il y avait eu effectivement pénétration digitale. Mais la réalité, c'est que la parole de l'enfant a été entendue à ce moment-là. Elle a été entendue aussi par rapport à ses nièces, parce qu'en fait, évidemment, il s'en est pris quand même à toute la famille. Hein. Et encore, à mon avis, on ne sait pas tout. Donc, que ce soit les petites filles de sa sœur, ou que ce soit les petites filles de la femme, de la sœur de son ex-femme, la réalité, c'est qu'ils sont près de toutes les petites filles de la famille. Voilà. Plus les enfants, des amis, bref. A priori, la parole de ces enfants a absolument été entendue. Et enfin, et c'est peut-être pour moi le point le plus important, c'est en gros les gens savaient et personne n'a rien fait. Et donc c'est les complicités évidemment familiales, donc je pense à son épouse. Et puis autour de lui, il y avait quand même des gens qui ont signalé. Il y a des gens, ils le racontent dans les carnets, qui interrompent les agissements de Le Squarnec et qui mettent fin pour un temps à son activité, enfin le temps de quelques secondes, mais ce sont des gens, ils existent. Or, il y a bien une enquête préliminaire, mais elle en reste, si j'ose dire, au préliminaire. Et ces gens-là, on a, paraît-il, entendu plus de 100. Il n'y a aucun qui arrive à se souvenir qu'il a surpris Le Squarnec en train de violer un gosse. C'est ça qui me paraît quand même extraordinairement bizarre dans cette affaire. C'est-à-dire, il y a un déni ou une omerta, ou appelons ça comme on veut, qui fait qu'à l'arrivée, il a pu continuer pendant 30 ans. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et là-dessus, moi, c'est ça que j'attendais du procès, c'est que ça soit ces responsabilités-là qui soient mises en avant. On n'en parle pas. Justement, Céline a quand même quelque chose à dire justement sur ce sujet, puisqu'elle l'a vécu personnellement, autour d'une infirmière qui s'occupait des points de suture de Céline. C'est ça. En fait, c'est un matin où elle venait me faire les soins. C'était quasiment vers la fin de mon hospitalisation. Et du coup, cette infirmière-là, elle m'a fait ressentir que j'étais en danger. Elle m'a donc fait mon soin et elle a pris l'initiative en fait de retirer le fil de suture. Donc, elle y est allée franchement. Au début, elle arrivait vraiment pas à le retirer. Elle comprenait pas d'ailleurs pourquoi elle réussissait pas à le retirer. Et à un moment donné, elle s'est excusée. Elle m'a dit « Je suis désolée, je vais être obligée de vous faire mal. Va falloir que je le tire d'un coup sec. » Et effectivement, elle a tiré ce fil d'un coup sec. Et donc ensuite, elle a fait les soins et tout ça. Mais elle m'a donné l'impression et un ressenti comme quoi fallait que je quitte cette clinique au plus vite, que j'étais en danger en fait. Donc je suppose que cette infirmière était au courant en fait des agissements de l'accusé et qu'elle m'a fait ressentir cette chose-là. Et c'est intéressant parce que c'était dans les carnets. Justement sur la partie qui concerne Céline. Il y a une deuxième lettre du 15 juillet 91 que j'ai lue où il dit « Ah, je n'ai pas pu dire au revoir à la petite Céline ». Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc ça, oui. Je suis partie très précipitamment. Ouais. Et peut-être le fait que le point de suture soit difficile à retirer, c'est qu'il avait fait exprès pour le retirer lui-même. C'est ce que je suis en train de me dire aussi. C'est des questions qu'on se pose autour des interventions de Monsieur Le Squarnec. Parce que Monsieur Le Squarnec souhaite avant toute chose qu'on sépare le chirurgien de l'homme, du pédophile et du pédocriminel. Et la réalité, c'est qu'en fait, c'est juste un pédophile avec un bistouri. C'est ça la réalité. Et c'est bien ce qu'on va lui rappeler. Et au lieu de voir des enfants comme des patients, il les voyait comme les proies qu'il allait agresser. Partant de là, dans le cadre des interventions chirurgicales qu'il a pu accomplir, on se retrouve, alors je ne suis pas médecin, sauf qu'on s'est retrouvé tout de même parfois avec des complications qui faisaient que les enfants nécessairement restaient hospitalisés un petit peu plus longtemps et qu'on ne peut pas s'empêcher d'y voir un lien de cause à effet. On se dit qu'il a certainement mis en place des situations. On a le droit de s'interroger à juste titre sur le fait qu'il ait pu mettre en place des situations médicales qui lui permettaient de tenir à portée les proies qu'il avait dès le départ de leur hospitalisation. Ce ne sont pas des patients, ce sont des proies pour Monsieur Le Squarnec. C'est ça la réalité. Et non, ce n'était pas un chirurgien. Non, il avait peut-être des connaissances en chirurgie, ce n'était pas un chirurgien. Pour l'infirmière, effectivement, c'est assez frappant, mais je pense que c'est un exemple que l'on vous donne parce que c'est du vécu de Céline. Mais évidemment qu'on s'interroge sur l'omerta qu'il peut y avoir
autour du corps médical. Je n'ai pas de nom à apporter. On sait juste qu'effectivement, des témoins sont passés à la barre. On sait qu'il y a eu, notamment, je pense, au psychiatre qui a très clairement dénoncé, signalé les faits. On s'est quand même retrouvé bizarrement, moi je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur le fait que monsieur Le Squarnec agissait en tant que chirurgien, mais il était tout de même à un moment donné dans le même service. Il était en présence d'un radiologue qui était poursuivi, lui, pour des viols et des agressions sexuelles. Il a été d'ailleurs condamné et puis ensuite il a pris la fuite. Donc de toutes les façons, il ne purge pas sa peine encore au jour d'aujourd'hui. On s'est retrouvé avec un anesthésiste qui était lui-même, toujours dans le même service, qui était lui-même aussi pédophile. Excusez-moi, mais à un moment donné, je reste quand même confiante dans le corps médical et j'ai du mal à m'expliquer comment dans un même hôpital ou une même clinique vous vous retrouvez comme ça avec une fine équipe de pédophiles ou de pédocriminels. C'est pas possible en fait. Arrêtons de se mentir. On marche sur la tête. Et ça, c'est exaspérant. Et concernant son environnement familial, parce que pourquoi c'est exaspérant? C'est parce que tout ça a permis une carrière criminelle qui s'est étalée sur 30 années minimum. La réalité, c'est que vous avez une ex-épouse qui vient nous faire un sketch à la barre. Pour nous expliquer qu'elle était au courant de rien, qu'elle-même ayant été agressée sexuellement dans son enfance, jamais de la vie elle aurait pu supporter de vivre avec un pédocriminel, un pédophile à l'époque, en tout cas tout au départ, et puis ensuite un pédocriminel bien accompli. Alors que bien évidemment, non seulement elle le savait, que dans les carnets de toutes les façons à partir de 96 c'est acté qu'elle savait et qu'effectivement elle lui avait demandé de détruire un certain nombre de documents qui étaient pour elle un fardeau, parce qu'en fait c'était l'existence matérielle de toute une série de crimes, c'est ça la réalité, et que derrière elle a continué, et c'est là où moi je vois la complicité qui était établie, mais qui ne peut pas encore juridiquement être établie tant que monsieur Le Squarnec n'est pas condamné. On est d'accord que pour qu'il y ait une complicité, il faut que de toutes les façons qu'il y ait un auteur. Et donc attendons déjà que monsieur Le Squarnec soit condamné pour ensuite parler réellement juridiquement des complicités. Mais là, pour répondre à votre question, madame Le Squarnec continuait à inviter les enfants des amis, continuait à inviter les nièces, et j'en passe et des meilleurs, parce que de toutes les façons, à mon avis, dans la famille, tout le monde a été agressé. Tout le monde. Pour moi, on ne sait pas tout. Je pense même que monsieur Le Squarnec il ne s'est pas réveillé un beau matin en étant pédophile puis pédocriminel. Moi, je reste persuadée qu'on a une espèce de chape de plomb sur son passé, sur ce qu'il a lui-même vécu, certainement pas pour l'excuser, mais pour essayer d'expliquer, et qui ne nous donne pas les éléments pour comprendre, justement, ce qui permettrait un petit peu de remonter le fil. On sait juste que son père était avait lui-même agressé sexuellement les propres enfants de monsieur Le Squarnec. On peut quand même s'interroger légitimement sur le fait qu'ils s'en soient uniquement pris aux enfants de Joël Le Squarnec. Donc, le problème, c'est qu'après, on peut tout supputer, puisqu'on est dans une famille où l'inceste, apparemment, est monnaie courante et que c'est quelque chose qui les cimentait, en fait, dans leur rapport. Tout le monde se taisait. C'est ça, la réalité. Sa sœur, la sœur de Joël Le Squarnec, savait que son frère était pédophile puis pédocriminel. Mais elle a livré ses propres enfants à leur bourreau, à son frère, sous prétexte qu'elle était en admiration devant son propre frère. Enfin, dans cette histoire, on marche sur la tête, en fait. Et donc, oui, bien évidemment que s'il n'y avait pas eu un environnement aussi malsain, si on n'avait pas eu des malades dans tout ce contexte familial, la réalité, c'est que on ne se serait certainement pas retrouvé avec 300 victimes, 299 en tout cas dans ce procès, et vous vous doutez bien que c'est le chiffre le plus bas qu'on puisse avoir, parce qu'on n'est certainement pas à 299 victimes.